Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de l'Afrique. On va commencer par cette annonce surprise au Niger. L'opposition ne participera pas au second tour de la présidentielle. Elle lance un appel au boycott. La coalition qui soutient l'opposant Hama Amadou, rival du président sortant Issoufou, l'a annoncé ce soir. Elle se retire du processus électoral qu'elle juge inéquitable. Et puis un duel inédit qui s'annonce pour le second tour de la présidentielle au Bénin. Lionel Zinsou, le Premier ministre franco-béninois, sera opposé au richissime homme d'affaires Patrice Talon. Les scores sont serrés, 28% pour le premier et 24% pour le second. C'est Sébastien Adjavon, arrivé troisième, qui sera le faiseur de roi. Et puis en cette journée internationale de la femme, nous recevons sur ce plateau Dieretou Diallo, jeune blogueuse guinéenne. Cette étudiante de 23 ans lance aujourd'hui une campagne sur les réseaux sociaux guinéenne du 21e siècle avec d'autres femmes engagées. Elle compte sur ces médias pour sensibiliser les jeunes filles aux droits des femmes. Au Niger, alors que la campagne pour le second tour de la présidentielle venait de s'ouvrir ce mardi, l'opposition fait cette annonce tonitruante. Elle se retire de la course à la présidentielle et appelle à un boycott du second tour. Un second tour qu'il va opposer le 20 mars prochain le président sortant Mahamadou Issoufou, qui a obtenu 48% des voix, à Hama Amadou, crédité de 17%, mais qui est en prison dans le cadre d'une affaire de trafic de bébés. L'opposition qui dénonce notamment l'inéquité de traitement entre les deux candidats. Écoutez, Seynou Marou, l'un des représentants de la coalition de l'opposition, la COPA, soutenant Hama Amadou. L'opposition politique, réunie au sein de la COPA 2016, décide de suspendre sa participation au processus électoral. 2. Demande à ses représentants de se retirer de la CENI et de tous ses démembrements. 3. Demande aux députés nationaux, militants des partis membres de la COPA, de cesser toute activité au sein de l'Assemblée nationale. 4. Demande à ses militantes et militants, sympathisantes et sympathisants, de se mobiliser sur l'ensemble du territoire pour les éventuels mots d'ordre à venir. Vous entendrez dans notre prochaine édition la réaction du parti au pouvoir au Niger. Direction Bénin, à présent, où les résultats du premier tour de la présidentielle ont été annoncés. Près de 28% pour Lionel Zinsou, le candidat du parti au pouvoir. 24% pour Patrice Talon, suivi de près par Sébastien Adjavon avec 23%. Le second tour verra donc face à face le Premier ministre et le milliardaire Patrice Talon. Écoutez les explications d'Emal Solji à Cotonou. On peut le dire, c'est une affiche inédite pour la seconde manche de cette présidentielle au Bénin. Un vrai scénario de film. Les acteurs, Lionel Zinsou, un franco-béninois choisi par le président Boni Yayi pour lui succéder. Face à lui, l'ancien ennemi juré du président du Bénin, l'homme d'affaires Patrice Talon. Il est tombé en disgrâce après son refus de soutenir un troisième mandat du chef de l'État sortant. Patrice Talon est aussi l'homme qui avait été accusé d'avoir voulu faire empoisonner le président en 2012. Bref, un homme qui revient de loin après 3 ans d'exil. Il n'a même pas réussi à avoir de soutien politique. C'est donc avec son bâton de pèlerin qu'il sillonne tout le pays pendant la campagne. Sa qualification pour le deuxième tour est donc un vrai coup électoral. Cela montre qu'une partie des Béninois veut en finir avec tout ce qui illustre le régime de Boni Yayi. Car Zinsou avait pourtant derrière lui 3 grandes formations politiques. Il avait même réussi à mettre dans sa poche le plus grand parti d'opposition. Son score est donc une sanction. Il n'arrive pas à faire le plein des voix. Il paie sa proximité avec un Boni Yayi très critiqué. Pour beaucoup, donc, Zinsou symbolise la poursuite d'un système qu'on veut voir disparaître. Le duel s'annonce passionnant et c'est Sébastien Adjavon qui sera l'arbitre du second tour le 20 mars. Il arrive selon les premières tendances avec 23% des voix. Talon lui a raflé la deuxième place en le devançant de seulement 50 000 voix. Et un duel que nous suivrons évidemment de près sur France 24. Rencontre au sommet à Abuja entre les présidents des 2 plus grosses économies du continent. Jacob Zuma, le Sud-Africain, est en visite d'État pour 2 jours au Nigeria. Visite dans un contexte tendu en raison de la crise économique qui frappe les 2 nations, mais aussi et surtout en raison de la fameuse affaire MTN, du nom de la société de télécom sud-africaine. Le récit de Ben Barnier. Malgré une fanfare et un accueil en grande pompe, le président du Nigeria n'a pas ménagé son homologue sud-africain. L'enjeu, la réponse tardive de l'opérateur téléphonique sud-africain MTN face aux demandes pressantes du Nigeria de désactiver plus de 5 millions de cartes SIM attribuées à des utilisateurs non identifiés.
Vous savez que les cartes SIM anonymes sont utilisées par les terroristes. Entre 2009 et aujourd'hui, au moins 10 000 personnes ont été tuées par Boko Haram. Malheureusement, MTN a mis beaucoup de temps et cela n'a fait qu'augmenter le nombre de victimes. Le Nigeria a imposé une amende de 3 milliards d'euros à MTN. L'opérateur a déjà versé moins d'un dixième de cette somme. Son objectif, trouver un accord à l'amiable et améliorer ses relations avec le Nigeria, son plus gros marché. Prudent, le président sud-africain s'est bien gardé d'entrer dans les détails. Nous avons abordé de nombreux thèmes, des thèmes très précis dans tous les domaines de l'économie. Notre objectif est d'accélérer notre croissance. Autre sujet épineux entre les deux géants économiques africains, l'effondrement d'une église évangélique à Lagos en septembre 2014. Plus de 80 Sud-Africains sont morts. Pretoria estime que les autorités nigérianes ont trop attendu avant de rapatrier les corps en Afrique du Sud. Une nouvelle manifestation en Éthiopie. Ce mardi, des dizaines d'étudiants ont défilé à Addis Abeba pour dénoncer la situation des populations Oromo. Cette ethnie qui représente un tiers de la population et qui se dit marginalisée. Depuis plusieurs mois, les manifestations de ce type se sont succédées. En novembre dernier, la répression avait été particulièrement sanglante. Les Oromo dénoncent notamment l'accaparement de leurs terres en banlieue d'Addis Abeba. Regardez le reportage exclusif de notre envoyé spécial Simona Foltin avec Thaïs Brook. Les chantiers de construction constellent l'horizon de la capitale. C'est le signe le plus visible de cette croissance éthiopienne à 2 chiffres. Mais la plupart des membres de l'ethnie Oromo se considèrent comme les laissés pour compte de ce développement. La ville, qui s'étend petit à petit sur leur territoire ancestral, serait une menace à leur survie. Il y a 3 ans, cette famille a dû vendre une grande partie de ses terres au gouvernement pour permettre à la capitale de poursuivre son expansion. Nous aimerions que le gouvernement ne s'accapare pas de nos biens. Les compensations financières sont insuffisantes. Notre vie dépend de cette terre. Les conflits liés à la terre ont déclenché des manifestations géantes en novembre dernier. Selon les militants, plus de 200 personnes sont décédées. Pour calmer les esprits, en janvier, le gouvernement a promis l'arrêt de l'expansion d'Addis Abeba sur les terres Oromo. Mais, pour beaucoup, cela reste insuffisant. Ils regrettent l'absence de véritables réformes et sont furieux face à la violente répression gouvernementale. Lorsque mon fils s'est fait tirer dessus, ses amis ont essayé de l'amener à l'hôpital, mais l'armée les en a empêchés. Le ministre de l'Information a promis une enquête sur cette utilisation excessive de la force. Notre gouvernement régional est déjà entré en contact avec les personnes qui ont perdu des êtres chers pour les indemniser. Mais plusieurs familles de victimes interrogées assurent que personne n'est venu enquêter. La répression brutale des forces de sécurité a amplifié la rancœur des Oromo. Ils sont de plus en plus nombreux à oser lever la voix dans un pays où, jusqu'alors, les manifestations et les actes publics de dissidence étaient très rares. Ce 8 mars, la journée internationale de la femme est célébrée partout à travers le monde et bien sûr sur le continent africain, comme dans la capitale guinéenne, Conakry. Vous le voyez sur ces images. Au cours d'une cérémonie, le chef de l'État, Alpha Condé, a annoncé la mise en place d'un fonds destiné aux femmes pour leur permettre de financer différentes activités. Et c'est justement une femme guinéenne qui est notre invitée ce soir. Diretou Diallo, bonsoir. Bonsoir Pauline. Vous êtes étudiante, blogueuse et vous lancez aujourd'hui une campagne sur les réseaux sociaux guinéenne du 21e siècle. Et vous demandez en fait aux femmes de dire ce que représente pour elles la guinéenne moderne. Pourquoi cette campagne sur les réseaux sociaux? Alors cette campagne est partie d'un constat, c'est qu'il y a une façon trop traditionnelle de fêter le 8 mars. Tout le temps, il faut aller, les gens vont au palais du peuple avec le président, c'est des cérémonies, c'est des discours ennuyeux. On l'a vu sur les images. On l'a vu sur les cérémonies images. Au Palais du Peuple. Exactement. Donc ça ennuie les jeunes et finalement ils n'accrochent pas, ils sont déconnectés. Donc je me suis dit qu'en trouvant une nouvelle manière, un nouvel angle de les approcher, notamment en utilisant leurs canaux de communication favoris, je pourrais les intéresser sur des sujets sérieux comme les mutilations génitales féminines, etc. etc. Donc avec ce hashtag guinéenne du 21e siècle, vous avez lancé un blog aussi il y a quelques jours. Est-ce que ça fonctionne déjà aujourd'hui? Vous avez eu des contributions? Ah oui, clairement. Il suffit juste d'aller sur
sur le blog pour voir que c'est vraiment un succès. On est assez contente parce qu'il y a toute une équipe derrière moi qui est à Conakry, un peu partout, à l'étranger, à Conakry. C'est vraiment, les gens ont suivi le mot d'ordre. Enfin, je suis la première étonnée. Donc ça se passe très bien. Il y a beaucoup de contributeurs et de contributions. Il y a eu des photos, des vidéos, des textes écrits, des poèmes, un peu de tout, des tweets. On en voit effectivement quelques-uns là derrière nous. Donc vous dites que vous voulez sensibiliser ces jeunes femmes à des thématiques importantes, parfois difficiles. Quelles sont ces thématiques qui sont les plus importantes pour vous, femmes guinéennes? En tant que femme guinéenne, je pense que l'une des thématiques qui me tient le plus à cœur, c'est celle de l'excision des mutilations génitales féminines. Parce que selon un rapport de l'OMS, le taux de prévalence en Guinée est quand même de plus de 90%. La Guinée fait partie de l'un des 3 pays où il y a le plus d'excision. Les gens continuent à penser que c'est religieux, c'est culturel, et donc il faut rompre avec ça. Donc voilà, les jeunes aujourd'hui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Ils écoutent beaucoup moins la radio, la télé. Ils regardent beaucoup moins la télé. Ils passent plus de temps sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je me suis dit que c'était la façon la plus, en tout cas, moderne surtout, et optimale de les sensibiliser. Et est-ce que les politiques, les responsables guinéens vous suivent dans cette campagne? Oui, beaucoup. Enfin, on a reçu la participation de Madame la ministre Sanaba, qui est à la promotion féminine, Monsieur Moustapha Naïté, beaucoup de ministres, beaucoup d'artistes, des opposants politiques. On a vraiment de tout. Donc, c'est plutôt des gens qui ne sont même pas sur les réseaux sociaux. On les a vus poster avec la petite affiche Guinéenne du XXIe siècle. Donc, voilà, c'est plutôt... Et donc, on l'a bien compris, c'est pas une campagne d'un jour pour en parler le 8 mars, le jour de la Journée internationale de la femme. Vous voulez que ça dure, cette campagne? Alors, dans l'idéal, ce serait qu'elle dure. Mais bon, je pense que ce serait plus pertinent de revenir comme ça chaque 8 mars pour faire des bilans, des stratégies prétendument prises pour noter un avancement. Sur le terrain. Merci beaucoup Diretou Diallo d'être venu nous parler de cette campagne que vous avez lancée aujourd'hui à l'occasion de cette Journée internationale de la femme. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 24, l'info continue tout de suite.